Il s'agit d'une part de rendre hommage à cet événement majeur que fut la conférence tricontinentale de la Havane en 1966 et dont on célèbre le 50e anniversaire cette année et qui est, nous semble-t-il, passé sinon dans les coulisses, peut-être même dans les oubliettes de l'histoire. Mais en évoquant, il s'agit évidemment d'évoquer en même temps l'ensemble des années 60, les mouvements de libération, les acteurs qui ont contribué à la réalisation de cet événement, qui, vous le savez, est évidemment un événement politique majeur, mais qui a aussi comme caractéristique de lier très étroitement, tout au long de cette période, la création littéraire, cinématographique, picturale, musicale, et tout ce contexte a accompagné les imaginaires et les espoirs d'une époque qui est parfois méconnue aujourd'hui de la part des plus jeunes d'entre nous, mais hélas, parfois aussi des générations qui l'ont vécu et qui ont gommé ce pan d'histoire pourtant fondamental. Alors, avant de dire 2-3 mots du contenu de notre rencontre, je voudrais commencer par remercier d'abord les institutions grâce auxquelles cette rencontre a pu se tenir, en particulier le LABEX, le laboratoire d'excellence TEPSIS, le laboratoire IRIS et le programme de recherche ELITAF, élite africaine formée dans les pays de l'ex-bloc socialiste, qui ont tous les trois contribué de manière essentielle au financement de cette rencontre. Mais surtout, l'organisation même, l'organisation pratique de ces journées a été portée par le staff du laboratoire de l'IRIS, et je voudrais remercier personnellement 4 personnes qui malheureusement ne sont pas là: Émilie Jacquemot, Monique Davila, Carmen Mata et Emmanuel Gravja, qui ont consacré depuis plusieurs semaines une bonne partie de leur temps à gérer toutes les questions logistiques qui sont entraînées par ce désir de rencontre. Alors, d'autre part, sur le plan scientifique, ce séminaire ou ces journées tricontinentales s'inscrivent dans l'activité d'un séminaire qui s'intitule « Les internationalismes au miroir des littératures et des cinémas, entre parenthèses, Afrique, Asie, Amérique latine », ce titre étant délibérément ciblé vers l'idée de la tricontinentale. Ce séminaire est animé par Gabriel Chomentowski, qui est là, Julia Fabiano, qui est là aussi, Marie-Antoinette Tilly, qui est là, et Shora Makaremi, qui sera là cet après-midi, Mélissa Sakwe, qui est présente, et ainsi que Jean-Paul Collen, qui est le directeur adjoint de l'IMAF, l'Institut de recherche sur les mondes africains, laboratoire qui a contribué massivement à ces rencontres, puisque plusieurs chercheurs y participent. Alors, en 2 mots, bien sûr, on parle des 50 ans de la conférence tricontinentale, mais c'est aussi, d'une certaine manière, à peu de choses près, les 60 ans de la conférence de Bandung, et cet ensemble, ce parcours de 55 à au-delà même de la conférence tricontinentale, de la chute de l'Union soviétique, l'effondrement de l'URSS, qui nous semble une période qui mérite qu'on la revisite, qu'on la réanalyse et qu'on donne à voir et qu'on transmette un peu les enthousiasmes et les espoirs qui ont nourri les acteurs de cette période. Alors, j'ai le sentiment que cette histoire n'est pas complètement écrite. Bien sûr, il y a des travaux, par exemple l'ouvrage de René Faligot sur la tricontinentale publié il y a 2-3 ans, un autre ouvrage sur l'Algérie qui s'intitule « La Mecque de la Révolution », récemment publié par Jeffrey James Burns, j'espère que je n'écorche pas trop son nom. D'autres, on le sait, sont sur le point d'être publiés, mais néanmoins, autour de ces travaux, soit journalistiques, soit scientifiques, il nous semblait bienvenu de redonner vie à cet esprit, cette dynamique, à travers donc ces rencontres qui veulent mêler
des traces non seulement écrites, discursives, mais également des traces cinématographiques, des traces picturales. On aura une intervention sur les affiches, une intervention sur les revues, toute cette dynamique que l'on aimerait reprendre dans ce nouveau contexte d'aujourd'hui où les ressources numériques permettent à tout un chacun qui a des traces, qui a des souvenirs, qui a des images de cette période, de les mettre en circulation. Et c'est donc pas seulement pour garder la mémoire de cette journée que l'on filme et que l'on enregistre, mais c'est également pour réaliser alors j'ai appelé ça document multimédia, on peut l'appeler autrement, on verra plus tard, mais de fabriquer un objet numérique à partir de ces rencontres qui puisse servir de point de départ, de semence pour démultiplier ce type d'initiative, pour, on pourrait dire, créer de nombreuses journées tricontinentales de par le monde, pour reprendre une expression que vous connaissez tous, du message du Che à la tricontinentale. Alors, un petit mot sur le contenu et sur la démarche. Je voudrais rappeler quelques événements, quelques éléments de contexte que l'on a peut-être oubliés. 55, on l'a dit, c'est la conférence de Bandung qui rassemble des chefs de gouvernement. Elle est convoquée au nom de 5 pays, tout au moins pour sa première édition, et elle en particulier donc par Nehru, Nasser, Sukarno et Chou En-lai. L'objectif est d'entrée de jeu de créer une zone de pays à distance des 2 superpuissances que sont les USA et l'Union soviétique. Elle réunit pour cette première rencontre 29 pays, principalement des pays d'Asie et quelques pays d'Afrique, puisque ce sont des chefs de gouvernement. Ce sont des chefs de gouvernement de pays qui ont déjà acquis leur indépendance. Ça va donner lieu à la création du mouvement des non-alignés en 61, qui se tient, donc cette rencontre-là, fondatrice du mouvement des non-alignés, se tient à Belgrade en 61. La Yougoslavie était absente de la rencontre de Bandung, mais c'est elle qui accueille la fondation du mouvement des non-alignés, qui est aujourd'hui un mouvement qui végète sans doute, mais qui regroupe quand même 121 pays et plus de 60% de la population de la planète. Alors, la conférence de Bandung se prononce contre les essais nucléaires, contre la politique des blocs, contre le colonialisme, on est encore dans une période où un certain nombre de pays sont colonisés, et de plus pour la reconnaissance de la Chine à l'ONU. Mais on a mis le projecteur sur Bandung, mais beaucoup d'autres événements de cette période doivent être rappelés. Je pense qu'il n'est pas inintéressant en France de rappeler la défaite de Dien Bien Phu en 1954, la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Toute cette période est marquée par la fracture et la rivalité sino-soviétique. On a dans le champ scientifique qui galvanise des enthousiasmes le premier Spoutnik en 1957 et en janvier 1959, la victoire de la guérilla castriste contre le gouvernement Batista à Cuba. Toute cette période est nourrie d'une créativité artistique sans précédent. Il serait sans doute trop long, mais on peut penser de manière latérale, mais à la prolifération de créations musicales qui continuent d'être écoutées aujourd'hui, et bien sûr du cinéma, qui est la thématique que le séminaire dont j'ai parlé tout à l'heure a beaucoup exploré. Donc on peut parler d'avant-gardisme artistique, mais lié à la mobilisation politique. On aura l'occasion d'en parler ce matin. Alors, juste un mot sur le vocabulaire et les choix que l'on a fait. Quand on utilise le terme internationalisme, qui est dans le titre de notre séminaire, on choisit de l'utiliser comme terme générique pour nommer une série de postures, le cosmopolitisme, le panafricanisme, la négritude, le non-alignement, la solidarité internationale telle qu'elle est conçue par le socialisme cubain, qui n'est pas l'internationalisme, même s'il se dénomme aussi prolétarien, préconisé par l'Union soviétique, toutes ces formes tous ces systèmes d'idées, ces corpus de doctrine, ces principes théoriques et pratiques de solidarité et de modalités d'organisation. C'est un ensemble assez flou
qu'il n'est plus facile sans doute de définir de manière négative, mais cela m'intéresse de le préciser. En tous les cas, il englobe beaucoup de postures théoriques. Il s'oppose à deux postures, en tous les cas, bien nettement, toute posture nationaliste et impérialiste. Alors, ces deux postures-là, il me semble qu'il est intéressant, au moins pour le monde de la recherche, de voir qu'ils se déclinent également parmi les chercheurs et qu'en tous les cas, ces rencontres des journées tricontinentales s'inscrivent à distance de tous ces discours qui sont des replis épistémologiques où on parle de soi, on parle de son université, on parle de sa catégorie sociale, de son pays, où on est nationaliste d'une certaine manière dans ses postures scientifiques, où on est impérialiste parce que l'on pense qu'on est dépositaire des grilles de savoir qui conviennent à l'ensemble du reste de la planète. C'est en quelque sorte, j'espère que vous ne vous méprendrez pas sur le sens de mon expression, mais c'est l'obligation un devoir d'ingérence, d'enquête sur les injustices, où qu'elles soient, une manière d'être la voz de los sin voz, la voix de ceux qui n'ont pas accès à la parole, non comme simple amplificateur, mais également comme recherche de vérité. Alors, nos journées ne sont pas une simple, je l'ai dit, reconstruction détaillée de l'événement historique, même si ça doit se faire, même si ça n'a pas été fait suffisamment. Ce n'est pas seulement une histoire antiquaire, ni une pure commémoration, ni et d'autres le font, et c'est très bien, une démarche historique plutôt académique qui vise à établir des continuités explicatives. C'est plutôt une posture qui emprunte à Walter Benjamin l'idée que l'intelligibilité du monde passe aussi par ce qu'il appelle un saut du tigre, la mise en miroir d'événements du passé ou d'un événement présent ou du passé. Et il nous semble, à ce titre, que on a toutes les raisons de s'intéresser, de ce point de vue-là aussi, à la période des années 60 et en particulier à la tricontinentale, pour au moins deux raisons. D'une part, je pense qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'on est dans une période de néocolonialisme poussé. Quand on examine les situations en Amérique latine, en Asie, pas dans tous les pays, mais dans un certain nombre de pays d'Asie et dans beaucoup de pays africains, on observe une implantation d'une quantité de multinationales prédatrices qui pillent le sous-sol de ces pays, voire s'accaparent leurs terres. Et donc, dans un contexte différent, il me semble qu'il y a des similitudes entre la situation coloniale qui précède les années 60 et la situation de beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se voient privées de leurs biens publics au profit de multinationales étrangères. Deuxième point de similitude, peut-être plus faible, et puis le débat le montrera, ce qui était très net dans les années 60, c'est l'intrication entre l'engagement politique et la créativité artistique. Et on voit aujourd'hui dans un certain nombre de pays, à nouveau, les artistes, en particulier les musiciens et d'autres, les cinéastes, s'engager sous des formes diverses de se mobiliser pour dire des choses du monde et donc pour donner un caractère politique à leur engagement. Pierre Terme nous parlera demain du mouvement Y en a marre au Sénégal, mais on peut penser aussi au ballet citoyen au Burkina. Un créateur, un musicien camerounais nous en parlera également. Il y a cette même intrication qui nous invite à mettre en rapport ces deux moments historiques. Non pas pour, bien sûr il faut le faire, nous instruire sur ce passé, même si nous ne le sommes pas suffisamment, il faut le faire, mais surtout
pour nous donner à penser pour aujourd'hui et pour transmettre une expérience plus que pour transmettre un savoir, souvent de manière un peu académique et aseptisée. Donc c'est ça qui donne le ton à nos journées, hein, qui se veulent, on l'a dit, un point de départ pour une démultiplication d'initiatives similaires. On ne peut pas, sans le dire de manière ferme dès aujourd'hui, mais des prémices d'initiatives semblables s'expriment, que ce soit au Mali, en Haïti, en Argentine, au Cambodge, en Suède, peut-être en Algérie. On a des interlocuteurs et des interlocutrices, même d'ailleurs majoritairement, qui ont envie de dupliquer et de reprendre cette initiative dans leur contexte local pour aller explorer leur histoire et pour donner à penser aux générations actuelles. Alors, je pense que je ne vais pas être plus longue. Maxime nous dira évidemment beaucoup de choses sur cette conférence. Elle nous pose, peut-être pas à tout le monde ici, mais à moi, un certain nombre de questions qui restent un peu obscures. Évidemment, quelques données factuelles. C'est évidemment l'entrée en scène de l'Amérique latine qui signe la spécificité de cette rencontre. Il a fallu l'idée d'élargir ce qui existait avant à partir de Bandung, une organisation de la solidarité des peuples d'Afrique afro-asiatique qui existe depuis les années qui suivent Bandung. En revanche, ce n'est qu'à la conférence donc, de cette organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques qui se tient à Conakry en 61, plutôt dès 61, l'idée d'ouvrir à l'Amérique latine, déjà la révolution cubaine a 2 ans, est lancée, mais elle n'est pas relayée, les choses ne se font pas, et il faut attendre 64, pour que l'idée, en plus qu'elle se fasse à la Havane, prenne corps, et que l'organisation elle-même soit lancée en septembre 65. Évidemment, le rôle de Ben Barka, dont Bachir Ben Barka, qui est parmi nous aujourd'hui, nous parlera cet après-midi. Les 3 artisans, les 3 personnages centraux de cette conférence, que sont Mehdi Ben Barka, Ben Bella et Le Che, sont absents de cette conférence. Hein. Le Che envoie un message, Ben Bella est limogé en fin 64, Mehdi Ben Barka est enlevé et assassiné en octobre 65, juste avant. Donc, cette décapitation du mouvement, ou cette... oui, on peut le dire, et marque sans doute le contexte très violent dans lequel ces initiatives sont prises, puisque d'autres, après, disparaîtront, seront assassinés, et ça fait partie sans doute des raisons mais qui ne suffisent pas, évidemment, à l'expliquer, à l'absence de suite et de déploiement de cette initiative. L'autre différence avec ce qui s'est fait jusqu'alors, donc on a la Havane accueille plus de 600 personnes, 82 délégations, plusieurs délégations par pays, et surtout, c'est qu'il n'y a pas que des chefs de gouvernement, il y a des mouvements de libération, y compris des groupes armés dont le nom des acteurs est tu, parce qu'il faut qu'ils puissent rentrer dans leur pays sans être trop menacés. Donc c'est une ambiance radicalement différente de ce qui s'est passé à Bandung et dans les conférences suivantes. D'autres différences que Maxime révélera et rappellera, mais qu'il faut avoir présent à l'esprit aussi. Donc la conférence de Bandung, c'est créer une zone de paix, et là, à l'inverse, le mot d'ordre est quand même d'abord, il y a des acteurs qui préconisent de prendre les armes, et en tous les cas, il y a un consensus
contre l'impérialisme, et notamment l'impérialisme américain, qui est stigmatisé notamment à cause de son intervention violente et militaire au Vietnam. Voilà, je vais m'arrêter là, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je voudrais, avant de passer la parole à Maxime, présenter nos excuses à un certain nombre de personnages centraux de cette époque qui ne seront pas évoqués cet après-midi, parce que le temps manque, parce que les orateurs pour en parler étaient difficiles à contacter, mais des figures sont absentes. Michel Firck, par exemple, qui aurait peut-être été judicieux d'évoquer, Ben Bella, je l'ai dit, Allende, le Che, évidemment, n'est pas représenté cet après-midi, Nasser, Kenyatta, Nyerere, Nkrumah, Modibo Keïta, Senghor, il y a énormément de gens qui auraient pu être évoqués, mais on compte sur la démultiplication des journées de ce type pour évoquer ces autres figures dans d'autres contextes. Voilà, j'ai été un peu longue, je m'en excuse. Je passe la parole à Maxime Roumer, qui vient d'Haïti et qui, comme compagnon et acteur de cette période, non, pas de cette période, mais pas directement, c'est vrai, j'exagère un petit peu, mais très proche de cette expérience, voilà, va nous parler de cette conférence et peut-être nous dire deux mots pourquoi cette initiative s'est trouvée sans lendemain.